partons du principe que il y a que la direction qui comprend, ils vont arriver à la règle des 5 C. Et la règle des 5 C, c'est con, mais c'est comme ça. Et donc en fait, et ouais, elle est cadeau celle-là, mais et encore une fois, elle est pas nulle. Elle est géniale, elle est triste. Ouais, elle est triste, mais elle est réelle. C'est la triste réalité finalement. Bonjour à toutes et à tous, je m'appelle Arnaud Huvelin et bienvenue dans le déclic du Lean. Ce podcast s'adresse à tous ceux et celles qui travaillent dans une usine. Ce qui nous intéresse ici, c'est le Lean. Inventée par Toyota, cette méthode a fait ses preuves dans beaucoup d'usines, mais elle reste encore trop théorique. Ici, on va partir à la rencontre des usines françaises qui pratiquent le Lean. Si vous voulez vous lancer dans l'aventure, mais que vous avez beaucoup d'appréhension, ici on vous partage les cas concrets d'application du Lean dans l'industrie. Des réalités terrain vécues par des hommes et des femmes qui ont tous le même objectif, mettre l'humain au cœur de la productivité. De l'actionnable, du concret, bref, le tout pour avoir le déclic du Lean. Bonjour à tous et à toutes, merci de nous rejoindre pour ce nouvel épisode du déclic du Lean. Aujourd'hui, je suis avec Nicolas. Salut Nicolas. Bonjour Arnaud. Bonjour tout le monde. Nicolas, je vais commencer par te dire merci parce que à chaque fois je fais un épisode avec un invité et tous les anciens invités peuvent confirmer, je leur ai tous dit la même chose. Je leur ai dit bon, je sais qu'il y a Covid et tout ça, mais imagine-toi qu'on est en terrasse et qu'on est en train de boire une bière. Et je crois que t'es le premier qui m'a dit vas-y, on s'en ouvre une. Donc à ta santé Nicolas, très bonne idée d'ouvrir une bière. On fait pas l'apologie de l'alcool. Surtout à boire avec modération. Exactement. Voilà, moi c'est une petite goudale très légère. Voilà, c'est juste histoire de passer un moment détendu. Voilà, en vraie convivialité. Est-ce que tu as déjà écouté un épisode de podcast ou pas encore sur ce qu'on a sorti ou pas? T'as eu l'occasion ou pas encore? Honnêtement, j'ai écouté en partie le dernier épisode que tu as posté sur LinkedIn. Et pas entièrement parce que j'ai été dérangé par autre chose et je m'y suis pas recollé, donc je le ferai. Du coup, j'écouterai le mien en entier. Ça marche. Mais du coup, tu sais ce que je vais te demander. Moi, ma question préférée, c'est comment ça va vraiment, Nicolas? Alors, comment ça va vraiment? Pour moi, ça va vraiment bien. Pourquoi? Parce qu'en fait, moi, j'ai créé ma société en septembre l'année dernière, 2021. Suite à plusieurs expériences, à beaucoup même d'expériences professionnelles, et je me suis dit ça y est, j'ai envie de donner aux autres et pas forcément qu'à une entreprise. Donc j'ai réussi mon challenge. Je commence à avoir pas mal d'accompagnement, pas mal d'entreprises qui font appel à moi, donc ça, je vais très bien. Merci. Et du coup, toi, comment tu vas? Eh ben super bien parce que à force de ces épisodes de podcast et à force de tous les échanges que même j'ai en dehors de ce podcast, je me rends compte de la vraie valeur qu'on a chez Déclic et que je voulais pas assumer au début, que j'avais un peu perdu de vue et du coup là ça va beaucoup mieux, tu vois, en ce moment. L'épisode sera diffusé dans un mois, donc peut-être que je serai dans un autre état émotionnel dans un mois. Et en tout cas, imaginez-vous moi et nous deux il y a un mois, on va tous les deux bien. C'est ça. Dans le passé, on allait bien. Dans le passé, on allait bien, toujours. Quand est-ce que t'es tombé dans le Lean? Est-ce que t'as eu un moment de... J'ai plusieurs invités, c'est soit ils ont vu ça à l'école avec un prof extraordinaire qui vraiment les a bluffés, soit alors première expérience pro un peu par hasard et ils sont tombés sur des gens aussi des maîtres de stage ou des managers extraordinaires qui les ont bluffés sur le Lean. Toi, c'est quoi ton histoire là-dessus? Alors mon histoire à moi, c'est ma première expérience qui a duré 17 ans. Où en fait j'ai eu la chance de rentrer dans une société automobile. On peut dire les noms des sociétés? Alors c'est ton podcast. Moi, tu dis ce que tu veux. C'est pas moi. Je suis pas. C'est pas moi qui fais ce que tu veux. Par rapport à la censure ou quoi que ce soit, on ne sait jamais. Donc en fait, je suis rentré chez Ford en apprentissage. Ok. Ford, tout le monde sait, Ford, le Fordisme lié à Toyota, à la source du Lean. Et en fait, l'automobile a encore aujourd'hui, parce que les dernières expériences que j'ai sont flagrantes là-dessus. L'automobile a, je vais dire un minimum 20 ans d'avance sur le Lean, sur toutes les autres industries. J'ai eu la chance de faire d'autres industries. Ouais, carrément. Franchement, j'ai eu la chance de faire d'autres industries. Alors peut-être qu'on en parle après ou maintenant, peu importe, mais si je peux les inclure maintenant, c'est pas mal, je pense. Vas-y. Donc j'ai fait donc l'automobile, j'ai fait la batterie industrielle, j'ai fait l'aéronautique, j'ai fait une PME dans la maintenance. Donc c'est un peu mes expériences qui m'amènent à 26 ans d'expérience. Donc j'ai fait pas mal de secteurs finalement.
Et ces secteurs-là, très sincèrement, sont 20 ans en arrière sur l'automobile, encore aujourd'hui, je dis bien. Même, moi, il y a un secteur que j'ai Dans en tête. l'aboutissement des outils, je crois. Ouais, non, mais bien sûr. Après, dans tous les cas, on fait des généralités, mais il y a toujours des contre-exemples, il y a toujours des premiers de la classe. Je suis sûr que même dans l'automobile, il y a encore enfin, c'est une moyenne, quoi. Et j'ai l'impression aussi qu'il y a un autre secteur qui est énormément à fond, enfin, en tout cas, avancé dans l'amélioration continue, c'est l'agroalimentaire. T'as eu de la chance de bosser en agro un peu ou pas? Non. Alors, j'ai pas cette chance-là et je pense que je l'aurai jamais parce que j'ai pas pris le cursus qui me permettait d'y aller. C'est assez bouché pour avoir été au chômage pas mal de temps. Il y a pas mal de temps, pardon. Je suis resté 3 mois au chômage, ça va. C'est vraiment un secteur qui est dédié à ceux qui ont des formations spécifiques dans l'agroalimentaire, sinon quasi impossible d'y rentrer. Donc j'ai pas eu cette chance-là. Tu dis le Ford, l'automobile en général, 20 ans d'avance sur tous les autres secteurs en termes d'amélioration continue, en termes de lean manufacturing. Oui, je spécifie là sur le lean, bien sûr. Ouais, bien. Et du coup, moi, je considère que c'est une aubaine énorme. Genre, pour tous ceux qui nous écoutent et qui sont pas dans l'automobile, ça veut dire qu'il y a déjà un mec qui a, je veux dire un mec, mais une personne, enfin en tout cas une entité, qui a fait 20 ans d'erreur. c'est génial. C'est exactement ça. C'est exactement ça. Tu peux, en fait, j'ai envie de dire, c'est même, je pense, c'est même mieux pour tous les autres secteurs là qui se mettent à faire du lean, tous les usines qui se mettent à faire du lean, même en 2022. Et je sais qu'il y en a plein. Vous êtes pas les seuls. Je sais qu'il y a des gens qui me disent, oui, c'est en train de démarrer, machin, et qui sont un peu, tu vois, genre. En fait, ils se sentent un peu mal et j'ai envie de leur dire, mais non, les gars, vous êtes vraiment pas les seuls. C'est pareil, c'est pas D'abord, c'est pas les seuls, et surtout ceux qui nous entendent, commencez. Il faut absolument commencer parce que vous améliorez jamais si vous commencez pas. De toute façon, ça c'est la première chose. Et puis en plus de ça, il y a des gens là, je parlais de 20 ans d'avance dans l'automobile. Ça veut dire que, comme tu l'as souligné très justement, il y a des gens qui ont déjà fait 20 ans d'erreur. Il faut faire du benchmark, il faut aller chercher ces bonnes pratiques-là, et c'est ce qu'on dit dans le Lean, c'est aller chercher les bonnes pratiques, mais c'est pas toujours en interne. Il faut savoir aussi, il y a plein de clubs de Lean, il y a plein de clubs d'échange, il y a plein de sociétés qui sont ouvertes à faire du benchmark. Le benchmark, c'est l'échange de compétences et de bonnes pratiques. Il faut absolument y aller. Il faut aller chercher ça. Comment on aime bien la précision dans ce podcast. Club de Lean, tu nous en cites 2 ou 3 là qu'on peut retrouver et où on peut les trouver. Comme ça, je les ai pas. Pendant le podcast, je vais les chercher. Pendant le podcast, je vais vous les donner. Ok, trop cool. Et du coup, une erreur que tu vois encore, ou en tout cas un des plus gros apprentissages du secteur automobile sur le Lean, genre ton top 3 des choses des erreurs et des apprentissages qui pourraient bénéficier aux autres, ce serait quoi? Et tu peux un peu nous les détailler. Ouais, alors clairement, même au-delà de l'automobile, c'est même dans toutes les expériences et même les derniers accompagnements même que je suis en train de faire, c'est clairement l'implication de tous les niveaux. Quand je dis tous les niveaux, c'est depuis la direction jusqu'aux opérationnels en passant par tous les niveaux. S'il y a un seul des niveaux qui est pas convaincu par la démarche ou qui est pas impliqué dans cette démarche-là, ça la met en péril. Je dis pas qu'elle marchera pas, je dis juste que ça va la freiner, que ça va la mettre en péril. Pourquoi ? Parce que il faut être convaincu. Au-delà d'une démarche Lean, c'est une philosophie. C'est une façon de voir les choses. Ouais, celui-là, je pense que c'est le truc numéro 1 qu'on entend à chaque fois, et en même temps, je le trouve génial et je le trouve horrible, parce que oui. T'imagines, genre, t'entends ça et tu te dis, ok, j'ai été embauché, mais non, j'ai été embauché pour faire de l'amélioration continue dans une usine qui fait des chips ou qui fait des roues, peu importe. Et là, j'entends des experts, des gens qui font plus de 20 ans de Lean, machin, et j'arrête pas d'entendre autour de moi. Si la direction, elle est pas impliquée, si les opérateurs, ils sont pas impliqués, si le middle management est pas impliqué, c'est mort. Et je me dis, comment je fais ça? Non, il faut pas, peut-être pas mort. C'est peut-être pas mort, mais ça va être beaucoup plus compliqué parce qu'en fait, si tu veux, il y a 2 façons de voir les choses à ce moment-là. C'est soit tout le monde est convaincu, tout le monde est dans la philosophie du Lean, c'est-à-dire de l'amélioration continue. On peut aussi le carré qui a fait le condenser là-dedans. C'est-à-dire, je veux m'améliorer, je prends conscience qu'en fait j'ai des problématiques ou que je veux évoluer. C'est pas forcément des problématiques, mais que j'ai envie d'évoluer sur de la performance, que ce soit de rentabilité, de chiffre d'affaires, de performance opérationnelle, peu importe. J'en ai conscience et donc ça, je le cascade
à toute ma structure hiérarchique et je demande à tout le monde de se mettre dans ce système-là en donnant du sens aux choses. Ça aussi, c'est quelque chose qu'il faut souligner à mon sens et que je rabâche en permanence dans tous les accompagnements et dans les expériences que j'ai eues précédemment. C'est donner du sens aux choses. Si vous donnez pas du sens à quelque chose, soit les gens ils le font, j'ai le droit de mettre des guillemets, de dire bêtement parce que mon chef m'a dit de faire ça, bon tant pis j'y vais, on verra bien. Ou alors on donne du sens aux choses et les gens y vont en se disant ouais c'est bon, j'ai compris, je sais pourquoi j'y vais pour ça c'est mon objectif maintenant, je suis ça, qu'est-ce que je mets en place pour y arriver. Et quand bien même j'y arrive pas, qu'est-ce que j'ai mal fait pour pas arriver à mon objectif, que je puisse mettre en place quelque chose pour ne pas que je puisse reproduire cette erreur. Ouais. C'est l'espèce de cale qu'on a dans toutes les routes d'Hemming, c'est-à-dire la route PDCA, de dire on s'améliore, on met une cale pour pas retomber en arrière et pour pas reproduire les erreurs. C'est ça qu'ont fait nos prédécesseurs du Lean et qui nous amène, nous, aujourd'hui, et j'espère dans 20 ans d'autres personnes être encore meilleures que ça, parce qu'on a bloqué les erreurs qu'on a déjà fait, on a mis en place des choses, et aujourd'hui, ce qu'on a mis en place, qu'ils ont mis en place, parce que j'ai pas cette prétention-là, c'est tous les outils qu'on trouve aujourd'hui dans le Lean, et qu'il faut savoir adapter. Il faut savoir les adapter, ces outils. Est-ce que tu as un exemple de donner du sens aux choses, une histoire, tu vois, un truc auquel on puisse se raccrocher, parce que moi, je me mets toujours à la place de la personne qui prend les conseils et qui essaye de les appliquer. Ok, mais du coup, concrètement, ça veut dire quoi? Comment est-ce que concrètement tu donnes du sens aux choses? Alors, je vais vous donner un exemple que j'ai vécu dans une des sociétés dans laquelle j'ai eu la chance de travailler. C'était une PME dans la maintenance. Je suis arrivé dans cette PME-là. C'était une PME qui était plutôt historique. Elle portait le nom de celui qui l'a créée, etc. Donc, vous voyez, plutôt une vieille entreprise dans laquelle ils faisaient de la maintenance de moteurs industriels. Et quand je suis arrivé là, il y avait des carcasses de moteurs, des pièces de moteurs partout, vraiment partout. Quitte à ce que ce soit des problèmes sécuritaires parce que il fallait enjamber des palettes ou des moteurs pour passer de l'autre côté de l'entrepôt, quoi. C'était vraiment critique. À mon sens, c'était à ma vision à moi, c'était critique. La preuve que ça l'était pas pour eux, parce que eux, ça faisait 20 ans qu'ils travaillaient comme ça. Ça a toujours été comme ça, quoi. Ouais, c'est ça. Eux, ils enjambaient, t'as qu'à être souple, hein. Fais un effort, quoi, je sais rien. Pour eux, c'était ça, quoi. Et donc, moi, spontanément, mon premier truc, ça a été, les gars, il faut débarrasser un peu, quoi. Non, mais là, ils m'ont pris pour un fou. Non, mais attends, gars, il y a des pièces, là, elles valent de l'or. Elles valent de l'or pour toi parce que tu les as gardées, parce que voilà. Et donc la première, avant de donner du sens, c'était un point de blocage, c'est-à-dire non, lui il arrive, il débarque, il sait pas ce que c'est ces pièces-là, il y a pas moyen qu'on bouge un pouce, quoi. Bon. Et en fait, donner du sens, c'est là où j'en viens à donner du sens, c'est que moi j'ai analysé les choses, j'ai regardé, j'ai vu avec eux. Quand je dis avec eux, c'était avec les gens qui travaillaient dans cette zone-là, hein, et la direction, de comprendre pourquoi il y avait tout ça. Et en fait, à partir du moment où j'ai commencé à leur donner un sens aux choses, c'est-à-dire leur dire, attention, tu as tous les jours un risque de te casser la cheville, de te tordre le genou, peu importe, de te blesser, ou de ramasser quelque chose avec le dos et de te faire mal au dos. Voilà, il y a un vrai risque. Quand bien même, ce que tu as là dans l'atelier, ça ne te sert plus parce que ça fait 20 ans que c'est là et tu l'as jamais bougé de là. Donc ça ne sert plus. Et en plus de ça, tu peux améliorer ta condition de travail, tu peux gagner de l'argent parce que recycler la ferraille, et on est en plein dans le greenwashing, on est en plein dans l'écologie, il faut savoir que la ferraille au poids se revalorise. Donc en fait, on peut aussi gagner de l'argent sur le rangement qu'on va faire. Donc en fait, on va gagner sur plusieurs plans. Et en fait, à force de leur faire comprendre et en fait donner du sens, ça veut dire quoi? C'est que les gens ont compris la démarche et sont convaincus du bienfait qu'aura la démarche. C'est ça, donner du sens. Et à partir du moment où ils ont compris qu'ils seraient plus à l'aise, ils auraient plus de place pour travailler, ils gagneraient un petit peu d'argent pour pouvoir faire, je sais pas moi, la philosophie de l'entreprise, c'était dire, si vous débarrassez, si vous revalorisez des déchets, vous les gardez pour vous, pour le CE, et puis comme ça vous ferez un barbecue. Bon, c'est génial. Enfin, moi je trouvais ça top. Et donc c'est dire, vous allez faire un super barbecue, les gars, avec les tonnes de ferraille qu'il y a, vous allez faire un méga barbecue. Hein. Donc, mais ça fait partie du sens. Au-delà du côté convivial, etc., démocratiser le rangement, c'est un vrai argument. Et en fait, ça leur a donné du sens à pourquoi est-ce qu'il fallait ranger, pourquoi il fallait trier, pourquoi il fallait jeter, parce qu'il y avait aussi d'autres paramètres. Alors,
je sais pas si ça a beaucoup de passer au travers tous parce qu'on n'a pas une journée, mais c'est aussi le côté stockage, déclaration de stock, c'est des mètres carrés qui sont pris pour poser des choses et non pas pour les exploiter en tant que rentabilité. Bon, voilà, ça c'est une vision un petit peu plus haute et patron, mais il y a ce côté-là aussi. Et donc le sens a été donné. Ça c'est les conséquences. Ce que tu me dis là, pour moi, c'est des conséquences en fait. Et puis c'est à un moment donné, on va se perdre à essayer d'expliquer tous les avantages qu'il peut y avoir. Mais toi, ce que tu dis, c'est qu'il faut regarder le contexte en général et il faut donner du sens par rapport à la personne et par rapport à pourquoi est-ce que ça a du sens pour elle. Exactement. Parce qu'en fait, pourquoi est-ce que ça devrait avoir du sens pour l'opérateur qui ait des mètres carrés en plus? Bah lui, peut-être que ça a aucun sens pour lui qui ait des mètres carrés en plus. Par contre, pour lui, ce qui a du sens, c'est qu'il va pas se faire mal et qu'il va peut-être pouvoir circuler plus facilement. Et ça a du sens pour lui. Bien sûr. Et toi, tu dis, du coup, il faut aller trouver le sens pour la personne, mais tu lui expliques aussi le sens pour les autres parties prenantes dans l'usine. Tu partages, du coup, ce sens global? Bah, bien sûr, parce que c'est important. C'est important pourquoi? Parce que chacun, alors, on peut dire que chacun est un petit peu égoïste et vient faire son travail dans cette entreprise-là, prend son salaire et s'en va. Ça, c'est des choses qu'on entend sur des gens plutôt frustrés ou plutôt en bord de retraite qui ont plus d'énergie. Mais moi, ce que je constate dans la réalité, c'est que c'est pas toujours vrai. Enfin, c'est même quasiment jamais vrai. Pourquoi? Parce que si c'était le cas, il y aurait pas des syndicats dans les sociétés qui défendent les intérêts des employés et le bien-être au travail. Il y aurait pas des gens qui se battent pour améliorer leur poste et pour améliorer les choses parce que ils se disent tiens, si j'améliore ça, je gagne du temps, donc la société gagne plus d'argent. Si la société gagne plus d'argent, elle est plus à l'aise, elle est plus confortable, elle va me garder plus longtemps, la boîte va pas être en risque ou risque à fermer, et peut-être même si c'est une boîte assez importante, on aura des dividendes là-dessus. Enfin, on va toucher pas les dividendes, mais des participations liées aux dividendes. Donc finalement, le sens premier, c'est celui de la personne qui travaille. Et quand je dis la personne, c'est pas que les opérationnels, c'est tous les niveaux hiérarchiques. C'est le middle management, c'est le top management, c'est le PDG, c'est le DG, c'est tout le monde. C'est là où on sent, toi, ce que tu nous dis là, l'implication de tout le monde et donner du sens. J'ai l'impression que c'était un peu le deuxième conseil, donner du sens, tu vois. C'est ça, exactement. C'est crucial et du coup, c'est vrai que ça peut paraître être une tâche, tu vois, un peu insurmontable. Une étape, bien sûr, mais pardon. Non, mais je me mets toujours à la place de la personne qui doit appliquer tes conseils. Et je me dis, je sais pas, j'imagine un jeune ingénieur amélioration continue qui est recruté dans une usine où il est tout seul et on l'a pris là, tu vois. Hein? Ouais. C'est souvent le cas, c'est souvent le cas des jeunes qu'on met dans ces postes-là, parce que aujourd'hui, ça n'a pas une importance primordiale. Ça commence. Tu trouves encore toi que le lean n'a pas une importance primordiale? Ah non, bien sûr que non, c'est pas ce que je dis. Moi je trouve, c'est pas mon point de vue. Mais globalement, moi j'aimerais avoir, alors j'ai pas de stats sous les yeux, mais j'aimerais bien en avoir une, de savoir combien d'entreprises, à partir de la PME, j'ai envie de dire, parce qu'à partir de 30 personnes, on commence à se payer le luxe d'avoir quelqu'un qui est spécialisé là-dedans. Et dans les ETI et dans les grosses sociétés. Je serais curieux de savoir combien d'entre elles. Ah ouais, avec plaisir, parce que moi je serais curieux de savoir combien d'entre elles ont un responsable d'amélioration continue à temps plein. C'est des stats, je tiens à préciser, qui n'ont aucune valeur parce que je donne le contexte. C'est tous les calls, tous les appels, les visios que je fais avec des prospects potentiels pour des clics, d'accord. Sur tous ceux que je fais. Et il y a de la recherche, il y a des gens qualifiés, des fois il y a tu vois, des fois on fait des erreurs, des fois machin. Je dirais que la moitié des usines, plutôt 60% des usines ont des gens qui font de l'amélioration continue. Donc la moitié, on va dire, on fout l'amélioration continue. Un peu plus de la moitié si tu en aimes. Ouais, mais alors attends, sur cette moitié-là, la réalité terrain, c'est quoi? C'est que des personnes qui font de l'amélioration continue à temps plein, parce que ça, c'est très différent, parce que souvent, moi, j'entends, en fait, il y en a la moitié, donc c'est sur ces 50%, plutôt, on va dire, il y en a 25% qui ont au moins une personne à temps plein, et 25% où, en fait, c'est le mec de la qualité, c'est le mec de la prod qui dit oui, j'en fais un peu aussi, etc. J'en fais un peu, tu vois, c'est même pas à 100%. Et sur ces 25%, donc vraiment, sur les 25% où il y a un mec ou une meuf qui fait de l'amélioration continue à temps plein, le ratio, c'est ça, moi, qui me rend plus ouf à chaque fois.
il est de entre un mec amélioration continue temps plein pour environ, je dirais, 200 personnes, 200 employés. Et donc je me dis, et donc du coup je te rejoins. Moi je trouve on a encore un manque énorme. J'en vois beaucoup, de plus en plus, j'en vois beaucoup qui sortent d'école. Mais je me dis, quand t'es tout seul à faire de l'amélioration continue pour 200 employés, mais bonne chance, quoi. Oui, alors, d'abord, bonne chance. Et puis, c'est surtout, quels outils ou quels arguments il va aller trouver, il ou elle, pardon. Je parlais en tant qu'employé. Il va trouver pour aménager tout le monde et mettre tout le monde, donner du sens à tout le monde. Parce qu'aujourd'hui, un employé qui est, et moi je trouve ça bien dommage. Alors excuse-moi, je partais sur deux sujets, je vais en finir un et je passerai sur l'autre après. C'est le ratio, donc on repart sur le ratio. C'est merci pour ces informations-là. D'ailleurs, c'est super qui n'ont aucune valeur. Enfin, c'est juste mes stats à moi. Bien sûr. Non, mais elles en ont parce que c'est rendu des gens que tu côtoies et de tout ça. Donc c'est forcément une valeur. Et ça démontre au moins une tendance, même si c'est pas précis, c'est déjà une tendance. C'est ça, une tendance. Je suis d'accord. Voilà. Et quand on voit, moi en fait, si j'ai créé ma société, c'est aussi pour ça. Dans les 3 dernières sociétés dans lesquelles je suis passé, avant de démissionner et créer ma société, les effets que j'ai pu apporter en mettant en place du Lean, et encore une fois, on parle de Lean, on parle d'outils de Lean, on parle de plein de choses. Pour moi, le Lean, c'est loin d'être abouti. C'est pour ça que ça s'appelle l'amélioration continue. Et là où je veux en venir, c'est qu'un outil, on n'est pas obligé de mettre un outil à 100% en place. On peut mettre un embryon, ce que moi j'appelle un embryon d'outil. Un 5S, c'est une chose. Alors, on va pas rentrer dans la technique du 5S, mais 5S, c'est 5 étapes. Si déjà dans une société vous arrivez, et je repars sur l'exemple que j'avais sur les moteurs, je mets les 3 premiers S. Alors les 3 premiers S, c'est débarrasser, ranger et identifier. Donc déjà ça, à partir de ce moment-là, on arrive à mettre ces 3 S-là. Déjà, on a fait la place, on a fait le jour, on a offert un autre poste de travail aux employés et aux directeurs qui, quand il rentre dans sa société, il est beaucoup plus à l'aise à faire venir des clients parce qu'il est fier de lui, parce que son entreprise, elle est rangée, et sa entreprise devient sa vitrine. Et ça, c'est hyper important. Ça, c'est vrai qu'on n'en parle pas assez. Hein. C'est l'usine, c'est la vitrine commerciale. Hein. C'est la meilleure vitrine commerciale. Bien sûr. Tiens, qu'est-ce que tu fais? Bouge pas. Viens. T'es à combien? T'es à 10 minutes de chez moi? Viens voir ma société. N'importe quand, n'importe quelle heure, n'importe quel jour de la semaine, tu viens, mon entreprise, elle est prête à te recevoir. Les allées sont débarrassées. Et je parle pas de manger par terre, hein. On parle pas là d'avoir, non, mais c'est vrai, on parle pas non plus d'avoir un truc, on n'est pas chez Castorama ou chez But ou je ne sais qui, où on vient, c'est pas un showroom. C'est une entreprise qui travaille. Mais à partir où on peut circuler dans les allées, voir les gens travailler de façon à l'aise, de façon sécurisée, avec l'hygiène qui va bien, HSE, hygiène, sécurité, environnement, dans ces conditions-là, déjà, on se dit, ah ouais, le mec, alors d'abord, son entreprise, elle est propre. Les mecs, ils ont l'air motivés, intéressés pour bosser. Ils sont à l'aise dans leur truc. Le mec, il fait un bon produit, voilà, c'est toi que j'ai envie de faire travailler. C'est clair. Mais d'ailleurs, attends, regarde. Ce que tu dis là, je reviens sur donner du sens. C'est un super exemple, je trouve. Tu dis, une usine, qui t'a dit, c'était quoi les 3 S? C'était c'est débarrasser, nettoyer, ranger. Débarrasser, nettoyer, ranger ou identifier, t'avais dit aussi. Ouais. Tu dis juste on fait 3 S. Ça c'est le cas, je me suis trompé, pardon. Ouais. Mais juste on fait ça, en fait, l'usine devient une vitrine. Exactement. Très facilement et elle devient un outil commercial, donc elle aide à plus vendre, donc on va mettre personne au chômage, etc. Sauf que ça là, ça a du sens quand tu dis c'est une usine commerciale et le patron peut la faire visiter ou les commerciaux peuvent la faire visiter pour signer des nouveaux clients ou faire grossir les clients actuels. Ça a pas de sens pour les opérateurs. Enfin, c'est pas. Pardon. Pas le même sens. Pardon. Ouais, voilà. En fait, pardon. Je me suis mal exprimé. Ce que je voulais dire, c'est est-ce que ça, tu penses que ça suffit à donner du sens? Parce que je me suis mal exprimé. Je pense pas que les opérateurs comprennent pas. Et ça leur donne pas de sens, mais j'ai l'impression que c'est un peu éloigné de leur sens à eux. Tu vois ce que je veux dire? Alors non, je vais pardon, je peux te répondre. Ça donne, en fait, c'est un double sens. Je sais pas si vous connaissez, si je te vous vois pas, mais je dis ça à tous les gens qui écoutent. La différence de vision des choses. Si tu dessines, on est face à face. Imagine-toi, on est en train de boire notre bière, ce qui est le cas d'ailleurs.
Ouais. Moi, je vais dessiner face à moi un 6 et tu vas me dire ce que toi tu vois. Qu'est-ce que tu lis Ah si oui. moi j'écris un 6? Moi, je lis un 9, c'est ça? Et ouais. Et moi, je lis un 6. Et pourtant, on l'a écrit au même endroit, au même moment, avec le même stylo, le même niveau d'hygrométrie, tout ce que tu veux. Tous les paramètres sont les mêmes, sauf qu'on ne lit pas la même chose. Mais on lit tous les deux un complément de choses. D'accord? On n'a pas la même façon de regarder les choses et de voir les choses. Donc, le sens que je donne en disant le patron, il fait, et les commerciaux, tu as raison de l'ajouter, ajoute ça dans leur stratégie de dire, ben, viens chez moi, je suis une vitrine, les clients viennent, ça apporte du boulot. L'autre côté des choses, c'est ceux qui bossent dans l'atelier, donc les middle management et les opérateurs. Ben, eux, c'est quoi qu'ils voient là-dessus? C'est plutôt un confort de vie, c'est plutôt un confort de travail, c'est travailler en sécurité, pas trébucher sur tout. Et en fait, le résultat, c'est le même. Et quand ils voient des gens venir dans l'atelier, bonjour monsieur, ça va? Oui, oui, moi ça va très bien, je suis en train de travailler, tout va bien. Voilà. Ben c'est en fait le sens qu'on a donné au patron en lui disant tu vas améliorer ta visibilité. Finalement, c'est le même pour les employés, mais sur un autre point de vue qui est celui du confort et finalement de la satisfaction au travail. Mais l'effet et l'outil de départ, le travail qu'on a effectué, c'est le même. On a fait un CKS. C'est là en fait que ça commence à en tout cas avoir plus de sens pour moi. C'est rigolo, du coup je fais un jeu de mots sans faire exprès, mais donner du sens, c'est là où en fait que tu te rends compte que c'est ça le plus important. T'as beau mettre tous les objectifs que tu veux dans un chantier d'amélioration continue, dans un 5S, dans un machin, si jamais tu t'es pas posé 2 secondes en fait avec les opérateurs, les managers et la direction pour que leur expliquer le sens, mais surtout comprendre eux, c'est-à-dire qu'ils te renvoient en retour, ok, ça a du sens pour moi, ou alors non, ça n'a pas de sens pour moi, parce que je pense que tu as dû avoir des exemples comme ça. Bien sûr. Ton projet, il est mort dans l'œuf, quoi, parce qu'en fait, on comprend pas pourquoi on le fait. Exactement. Et alors, partons du principe que il y a que la direction qui comprend. On va finir par ce qu'on appelle, ce que moi j'appelle, et ça vient pas de moi, je laisserai le copyright à celui qui me l'a donné. Ils vont arriver à la règle des 5 C. Et la règle des 5 C, c'est con, mais c'est comme ça. Et donc en fait, et ouais, elle est cadeau celle-là, mais et encore une fois, elle est pas nulle. Elle est géniale, elle est triste. Ouais, elle est triste, mais elle est réelle. C'est la triste réalité finalement, parce que le patron est convaincu qu'il faut améliorer, qu'il faut amener des gens dans son entreprise. Si on garde cet exemple-là, alors c'en est un parmi des milliers, on est d'accord. Il dit, moi je veux que les gens viennent dans mon entreprise parce que je veux faire visiter. Bon, si on n'a pas donné le sens aux employés, ça va finir par quoi? Les employés vont se dire, bon, c'est bien, il veut qu'on range. Bon, bah allez, on va ranger la première fois. Ils vont le faire une semaine pour lui faire plaisir, quoi. Voilà. Et puis la fois où ils le feront pas, il va passer parce qu'il aura autre chose à foutre, il verra pas. Donc il va dire, bon, premier coup, on l'a pas pris. Deuxième fois, il dira plus rien, ben c'est fini. Il n'y a pas de sens, donc on continue pas. Et ça va finir, comme je te dis, par la règle des 5 C, parce qu'au bout d'un moment, le patron va dire, moi, je veux ça, donc vous faites ça, et point final. Et ça va devenir de la dictature en disant, si tu ranges pas ton crayon, tu prends un avertissement. Voilà. Et finalement, c'est pas constructif, parce que ça devient une caricature du lean. On a voulu améliorer par la douleur, par le management dur, quoi. Et l'amélioration continue se fait pas comme ça. Parce que si les gens ne sont pas convaincus, d'abord, ils vont lâcher. Et puis le mec qui est à son poste, lui, il va commencer à bien ranger son poste. Putain, je suis à l'aise. À chaque fois que je cherche un outil, je l'ai, je sais où il est, je suis bien. Et qu'est-ce que je pourrais améliorer encore? Comment je pourrais être encore plus à l'aise? Tiens, si je faisais ça comme ça, chef, je peux essayer ça. Mais bien sûr, tu peux. Tu vas améliorer ton poste. Bien sûr, tu peux. Oh putain, chef, j'ai trouvé ça. J'améliore mon poste, j'améliore mon efficacité, j'améliore ma qualité, je suis plus à l'aise, j'ai moins mal au dos le soir. Eh ben génial. Bravo, viens, on partage avec les autres. Eh les gars, il a fait ça sur son poste. Tout le monde essaye. Et là, tout le monde essaye, et il y en a qui trouveront leur bien et d'autres pas leur bien. Peu importe. Mais au moins, on est dans une amélioration. Merci, et t'as dit un truc, un thème que j'aimerais bien qu'on aborde. T'as parlé de caricature du lean. Et c'est vrai, c'est une très bonne manière de l'expliquer. En fait, aujourd'hui, pourquoi est-ce que le lean c'est aussi mal vu? C'est parce qu'il y a eu quand même pas mal de mauvaises mises en place. En fait, c'est de la dictature de la performance, alors que c'est pas ça, quoi. Non, c'est pas ça. C'est quoi dans les exemples du coup de caricature du lean? T'en as d'autres ou pas?
Oui, clairement. Je mets en place. Je suis dans une entreprise fait réel, j'invente rien. Ma dernière expérience, j'étais directeur de production, maintenance et HSE dans une PME qui fait de la sous-traitance, du traitement de surface pour l'aéronautique en sous-traitance. Ok. Je mets en place un outil alors pas forcément de planification, mais de charge capacité, de vision de la charge capacité, quelque chose de très très visuel dans un atelier. Donc un ensemble de chaînes de production. En un coup d'œil, je me mets dans l'allée centrale. Moi, je suis capable de voir les postes où ils sont trop chargés, pas assez chargés, équilibrés, et donc de faire de la polyvalence et de charger les lignes comme il faut en fonction des priorités. Bon, voilà. Quelque chose de très très visuel, simple à utiliser. Je dis pas très simple, mais simple à utiliser. Et donc je mets ça en place parce que quand je suis dans une entreprise, quel que soit mon niveau hiérarchique, moi je mets les chaussures de sécurité, la blouse et on va bosser, quoi. Voilà, faut bouger un rack, je bouge un rack, j'ai pas de souci avec ça. Et ça c'est important aussi pour montrer l'exemple et dynamiser les choses. C'est pas juste un patron qui est assis sur une chaise longue et qui dit bon les gars, mets ça à droite, mets ça à gauche. Non, moi j'y suis et je suis avec eux et je constate avec eux si c'est bien ou si c'est pas bien. Peu importe. Donc on met ça en place, je forme le management de terrain, je leur explique, je donne du sens, ils comprennent le sens a priori. Là où j'avais pas été assez loin, c'est de pas les avoir formés sur les contraintes que ça allait pouvoir amener. C'est-à-dire sur les arguments qu'ils pourraient avoir face à la difficulté des opérationnels qui vont l'utiliser. D'accord ? Je suis parti du principe que je leur ai donné du sens à eux. Moi, j'avais déjà le sens. Ils étaient capables de retranscrire ça. Mais en fait, là où je me suis trompé, c'est qu'en fait, c'était un outil nouveau pour eux, qu'ils ne connaissaient pas. Donc, je leur ai présenté, expliqué, démontré, fait avec eux, tout ce que tu veux. Sauf que, au bout du bout, il y a un opérateur qui arrive, chef, moi, j'arrive pas à faire ça, je comprends pas pourquoi on fait ça. Et là, en fait, lui, il est arrivé très rapidement à la règle des 5C parce que, finalement, il n'avait pas l'argumentaire. Il était convaincu, mais il n'avait pas l'argumentaire terrain pour dire, mais si, ça valait mieux. Tu vois ce que je veux dire ? Tu parles du manager de l'opérateur ou de l'opérateur ? Du manager de l'opérateur. Ok. Il s'est retrouvé, en fait, démuni. Et toi, tu t'es dit, j'ai pas donné les outils au manager pour pouvoir expliquer. Je suis pas allé assez loin dans le donner du sens. Ouais. Parce que je me suis arrêté au management de terrain. J'aurais dû, moi, aller plus loin. Alors, évidemment, quand je vous ai dit que j'étais directeur, donc membre du CODIR, avec 5 cuisines à gérer, c'est pas évident de passer beaucoup de temps. C'est clair. Mais j'aurais dû le consacrer. Mais l'investissement que j'aurais dû faire m'aurait pris peut-être, une journée de plus, parce qu'il aurait fallu que je réunisse toutes les équipes qui étaient en 3-8, donc j'aurais vu les 3 équipes. J'aurais investi cette journée-là, ça aurait évité à mon management de terrain de se prendre la tête, de réfléchir à des choses qu'ils connaissaient pas, donc ils pouvaient pas trouver de solution, à créer presque des tensions parce que tu vois, tu nous demandes de faire quelque chose, même toi tu sais pas faire. Donc voilà. Et c'est là où la confrontation elle a lieu, et c'est là où s'il y a une erreur à pas reproduire, c'est ça là. Quand on met quelque chose en place, on va au bout des choses. Et quand je dis au bout des choses, c'est pas au bout de l'outil, c'est pas au bout de la performance de l'outil. C'est au bout de l'explication, et on donne du sens jusqu'à la dernière personne qui va l'utiliser, même à ceux qui l'utilisent en visuel, c'est-à-dire qui le consultent. Ok. Et ça, c'est important. Voilà. Donc, je sais pas si j'ai bien répondu à la question. Moi, ça me va, et dans tous les cas, les gens qui nous écoutent, s'ils sont frustrés, ils ont qu'à le dire en commentaire. Malheureusement, c'est ça le problème des podcasts. On peut pas faire d'intervention en live. On se contacte à travers d'autres choses, mais il y a pas de souci, ouais. Ils poseront des questions, je pense, si jamais ils en ont, et si jamais on a oublié de répondre à certaines choses. Je vois le temps qui file. Dans tous les cas, après, on peut partir toujours dans tous les sens. J'ai l'impression qu'on a passé cet épisode à faire que des coups de gueule, mais c'est pas grave. Moi, j'aime bien les coups de gueule. Est-ce que t'as un coup de gueule pour l'industrie en France ? Et tiens, vu que t'en avais plusieurs, tu peux choisir ton industrie si tu veux. Non, le coup de gueule, en fait, on y est passé. C'est que aujourd'hui, là, on parle de lean. Alors le lean, c'est presque un gros mot. Le lean, on peut tout y mettre derrière. Moi, le coup de gueule que j'ai à passer, c'est qu'en fait, il y a beaucoup trop aujourd'hui de patrons, et le coup de gueule, il est pas envers les patrons, parce que aujourd'hui, avec la crise, avec tout ce qui se passe aujourd'hui, on est d'accord, ils sont submergés. Le coup de gueule, c'est surtout qu'en fait, aujourd'hui, on a des patrons, alors je parle surtout de PME. Ouais. PME, TPE, ETI presque, mais un peu moins, parce que c'est là où on commence à avoir des gens de lean qui ne se rendent pas compte et qui n'ont pas la force de lever la tête pour se dire, si j'investis dans l'amélioration continue, mon gain sera décuplé. Voilà. Aujourd'hui, moi, j'entends plus, ah non, mais j'ai pas le temps.
j'ai pas le temps, je suis déjà pris là-dessus, j'ai la tête prise par mes chiffres, par mes marchés, par mes trucs, sauf qu'en fait, à jamais lever la tête, on n'avance jamais, et un jour ou l'autre, quand ils lèvent la tête, ils sont face à un mur. Alors je vais vous donner, pour résumer tout ça, juste une image, je vais essayer de vous la décrire, c'est pas évident. C'est en fait deux personnes, un qui tire une charrette et l'autre qui la pousse, remplie de pierres avec des roues carrées, et derrière eux, il y a un mec qui leur tend des roues rondes et qui leur dit « besoin d'un coup de main », et là, les deux se retournent en disant « non, on est trop occupés ». Voilà. Ah, tout le monde la connaît celle-là. Ouais, et ben cette image-là, moi je la mets à chacune des fins de présentation ou de formation, parce que celle-là, pour moi, elle représente vraiment ce qu'est aujourd'hui l'industrie. Et quelle que soit l'industrie, c'est que nous on fonce, et puis l'amélioration, on verra quand on aura besoin. Mais on voit jamais quand on en a besoin, parce que quand on lève la tête, c'est trop tard. Ok, j'adore le coup de gueule. Parce que je suis d'accord avec ce coup de gueule. Je suis rarement pas d'accord avec les coups de gueule qu'on me dit, mais je l'aime bien. Tu parles directement au patron, tu leur dis, écoutez les gars, franchement, levez un peu la tête, renseignez-vous sur le lean, ça vaut le coup, ok. L'excuse de j'ai pas le temps, c'est une fausse excuse en fait, parce que vous êtes en train de rouler avec des roues carrées. Donc en fait, si vous faisiez du lean, vous auriez plus de temps même, vous auriez surpris du temps que vous avez, vous dormiriez mieux aussi, je pense. Oui. Mettons que ceux qui nous écoutent, les directeurs d'usine ou quoi qui nous écoutent et qui se disent est-ce que je me mets au lean ou pas, ok, mettons que tu les aies convaincus. Mettons aussi que tu les aies pas convaincus, d'accord, et que en plus des directeurs qui nous écoutent, tu vois, il y a des managers, production, qualité, même amélioration continue, qui pensent que leur directeur pourrait, tu vois, être enclin à en faire, mais qui ont du mal à l'amener, tu vois. Et l'argument de dire je te jure fais-moi confiance, c'est un peu ça, je te jure fais-moi confiance, ça va marcher. Ok, des fois ça marche, tu vois, c'est une personne en qui t'as confiance et tu dis ok, vas-y, je veux bien te croire, je veux bien qu'on essaye. Moi j'ai envie d'aller dans l'autre sens, c'est sans passer par l'argument de fais-moi confiance, ça serait quoi le quick win, tu vois, le coup d'essai rapide que tu dirais à quelqu'un qui voudrait montrer à son directeur, ou alors à un directeur qui voudrait être convaincu, mais qui a peur d'y mettre trop d'énergie, parce que tu l'as dit toi-même, son emploi du temps il est surchargé, tu vois. Le mec en fait il comprend même pas comment il pourrait rajouter 1 heure en plus par semaine de lean dans son emploi du temps, tellement il est surchargé de trucs, et il est déjà en retard de 3 semaines, tu vois. Enfin, c'est quoi, tu vois, le petit tips, la petite astuce que tu pourrais donner à ce mec-là qui dit ok, je veux bien croire Nicolas, mais il me faut une petite preuve, tu vois, un peu Saint Thomas, tu vois. Et pareil, le mec de l'amélioration continue qui voudrait prouver à son directeur un quick win, le truc le plus simple, réel dans l'usine, que quelqu'un peut faire pour se prouver ou pour prouver à quelqu'un que ça va être utile. Pas facile, ça. Alors, je suis désolé, c'est une question compliquée. Non, j'ai la réponse. Pour moi, c'est presque simple. Clairement, réunir. Alors peut-être pas tout le personnel, mais une bonne partie du personnel, ou au moins les plus représentatifs, et faire un brainstorming sur poser la question qu'est-ce qui pour vous améliorera l'indicateur qui veut améliorer, parce que c'est toujours pareil. L'amélioration, on les met à toutes les sauces. L'amélioration continue, ça améliore pas tout en même temps. D'accord ? C'est je veux améliorer mon chiffre d'affaires. Qu'est-ce qu'il me faut pour améliorer mon chiffre d'affaires ? Je décline ça dans les différents services. Que doivent m'apporter chacun des services comme indicateur ou comme performance pour que mon chiffre soit au rendez-vous ? Voilà, c'est un peu ça. Et donc là, on va cibler. Mais c'est clairement, voilà, mon objectif, c'est améliorer la performance de ma ligne de production. Et tu réunis les services support, les opérationnels représentatifs, brainstorming, 10 minutes. Tout le monde, notez-moi sur des post-it toutes les idées que vous avez pour améliorer les choses. 10 minutes, pas plus. Donc ça veut dire que c'est une réunion de, maximum 1 heure, le temps de mettre le contexte en place, donner du sens à pourquoi on va le faire, expliquer le contexte sur l'objectif qu'on veut atteindre, faire écrire sur les post-it. Vous avez 10 minutes, collez-moi tous les post-it. Et après, c'est, 1 demi-heure d'analyse et de restitution. Donc, une petite réunion d'1 heure et demie dans une semaine ou dans un mois ou dans une année, parce que s'il le fait qu'une fois pour se donner envie, c'est négligeable. Et là, tu vas très vite voir que il y a beaucoup de gens qui ont beaucoup d'idées et qui ont beaucoup d'envie finalement au travers de ces idées-là. Et là, normalement, un chef ou un directeur d'entreprise ou un directeur de service ou un chef de service ou n'importe qui, en voyant toutes les idées qui émergent de chacun des personnes et la diversité des idées, parce que là encore,
une seule personne aura une idée, 20 personnes, il y aura une dizaine, une quinzaine d'idées différentes. Et donc, ça donne des perspectives. Et il va y avoir beaucoup de choses très simples. Mais le départ, c'est ça, c'est beaucoup de choses, mais beaucoup de choses très faciles. Et donc, finalement, tiens, on va faire ça. Oh, ça marche. Et puis tiens, si ça a marché, le reste doit marcher. Et là, tu as mis le pied à l'étrier. Ok, du coup je résume, j'aime bien. Au début ça me paraissait un peu compliqué, mais du coup finalement j'aime bien. Ok, je résume de ce que j'ai compris, tu me dis si j'ai bien compris. C'est ça. Ouais. Je suis un manager responsable qualité. Allez, tiens, je prends au hasard. Je suis un responsable qualité. Moi je sais qu'il faut mettre de l'amélioration continue pour plein de raisons. J'y crois, je suis convaincu. J'ai envie de le mettre en place, mais j'ai du mal à prouver du coup à mes autres responsables et à mes directeurs, mon ou mes directeurs, que c'est un truc intéressant. Je réunis quelques personnes qui, je sais, sont un peu motivées par ça aussi, ou pas, enfin, en tout cas qui sont concernées par ça. Je réunis aussi mon directeur et je leur dis, écoutez, je vous prends une demi-heure max de votre temps. Je dis, allez, 40 minutes. Je fais ça un peu en mode accéléré. Je vous prends 40 minutes max de votre temps. En 40 minutes, on va faire quoi? 10 premières minutes, je vous explique le contexte de pourquoi est-ce qu'on se voit, qu'est-ce que c'est l'amélioration continue rapidement, et qu'est-ce que je veux vous prouver aujourd'hui. En 10 minutes, très rapide. Les 10 minutes suivantes, je vous donne à chacun des post-it. Et notre objectif, c'est de, comme tu disais, augmenter la performance, augmenter la qualité, réduire la maintenance, peu importe. Et vous me marquez des idées sur ces post-it actionnables très rapidement. Et vous venez et on les dit pas à l'oral. Vous venez, vous les écrivez, pardon. Vous les écrivez. Vous avez 5 minutes pour les écrire. Et une fois que vous avez fini d'écrire, parce que 5 minutes c'est long quand même, tu vois, même 2 minutes, 3 minutes ça suffit. 3 minutes, vous avez 3 minutes pour les écrire. Et après les 7 minutes restantes, vous venez, vous le collez au tableau et vous le lisez à voix haute. Et personne ne dit rien, personne ne répond. Juste vous dites voilà, moi j'ai écrit ça et vous le collez. Et après, on fait une petite pause de 5 minutes. Où moi je vais les regrouper par thème, et après on fait un dernier quart d'heure où on en parle, et où le seul objectif de ce dernier quart d'heure, c'est d'en choisir au moins un, le plus simple à mettre en place, pour voir si jamais ça a un impact sur l'objectif qu'on veut atteindre. C'est ça. Donc en gros, t'as fait une réunion de 40 minutes, et tu sors de là avec, en fait, ce qui est le Graal pour l'amélioration continue, c'est un quick win à mettre en place qui souvent va coûter 0 €. Ça, c'est extraordinaire. Et qu'on va pouvoir mesurer. Et ça, du coup, ça va être ton point de départ pour ensuite dire aux autres, regardez les gars, c'est ça l'amélioration continue. Est-ce qu'on peut investir dans un consultant, dans une embauche? Est-ce qu'on peut former les gens? Parce que on peut faire des trucs de fou, quoi. Eh ben oui. Et là, ils auront compris que ça a donné du sens de dire ah ouais, c'est vrai. Ah ouais, on peut faire ça. Ah ouais, ça a marché. Ah ouais, je m'améliore. Ah ouais, mais pourquoi on s'arrête là alors? Et pourquoi on fait que là? Mais non, allons-y, go. Toutes les idées, vous me les prenez. Et après, t'as d'autres outils. T'as la croix de priorisation qui te permet, la croix de gain effort, la matrice gain effort. T'as plein de choses qui te permettent de prioriser tes actions en fonction de ce que tu veux en faire. Ouais. Non, mais après, c'est vrai que t'as raison. Un petit coup de post-it avec une discussion d'un quart d'heure timée en mode. Le seul objectif de la discussion, c'est de choisir l'action la plus simple à mettre en place, qui va avoir un effet. C'est tout. C'est ça. Et par contre, parenthèse, c'est que le patron est là, mais il participe évidemment. Il n'est pas là en spectateur. Ouais. Il doit écrire sur le post-it aussi. Ouais. Exactement. Il n'est pas là en spectateur ou en juge. On n'est pas à l'école des fans. C'est pas, il lève pas le 1 ou le 10. C'est, il participe et peut-être que même que son action sera choisie et que finalement, il sera ravi de ça. Quoi. Il dira, ah ouais, finalement, j'ai eu une bonne idée. Putain, je suis pas si con. Top, on y va quoi. T'as fait une référence. Je pense l'avoir, mais je suis quasiment pas sûr. Je pense que c'est une référence. On n'est pas de la même génération. L'école des fans, c'était le truc où les gens venaient chanter, c'est ça? C'est l'ancien. Ouais, c'est les gamins qui chantaient, c'est les enfants qui chantaient. Et t'avais les parents dans la salle. T'avais les parents dans la salle et t'avais, je sais plus comment ils s'appelaient, les jurés. Et t'avais une chanteuse ou un chanteur de l'époque qui venait évaluer et puis ils mettaient des notes de 1 à 10 sur les élèves. Si, ça me dit quelque chose. Je vois le. Comment il s'appelait le présentateur? Bon, quand on digresse. Je sais plus. Ouais, il est pas mal c'est simple. Moi, j'aime bien les trucs simples et à appliquer, à actionner. Est-ce que t'as un livre? Est-ce que t'as un film? Est-ce que t'as un podcast
ou est-ce que tu as même une vidéo YouTube ou même une vidéo TikTok, soyons fous, un compte TikTok à nous recommander qui parle de Lean et qui est une bonne ressource pour toi sur le Lean que tu aimes bien. N'importe quoi. Là, je suis pris un peu de cours. Je sais qu'il y avait un bouquin, c'était un bouquin sur des pingouins. Alors, j'ai plus le titre en tête, mais qui résumait pas mal. C'était une forme de caricature un peu du Lean, mais qui mettait en évidence les bienfaits du Lean. C'était l'histoire de pingouins qui se retrouvent sur une banquise. La banquise était en train de fondre. Il fallait qu'ils trouvent des solutions pour pouvoir tous vivre sur la même banquise. J'ai plus le tête. Je suis désolé, j'ai plus le titre, mais je suis pas un grand littéraire. C'est génial, ça. Alerte sur la banquise. Ah, c'est peut-être ça, ouais. C'est peut-être celui-là. Ouais, ça me parle, ça. Là. Ah, les pubs. Insupportables. Alerte sur la banquise. Réussir le changement dans n'importe quelle condition de John Cotter et Holger Radgeber. Voilà. Ok. C'est ça. Alerte sur la banquise de John Cotter. Voilà. C'était, c'est assez sympathique à lire et ça reflète bien l'intérêt du Lean dans n'importe quelle condition. Trop cool. On arrive à la fin. C'est toujours trop court. À chaque fois, je vois le temps qui défile et puis c'est clair, on peut en parler des journées entières. Est-ce que du coup, merci beaucoup pour tous ces conseils et vu que c'est moi qui t'ai bombardé de questions pendant près de 45 minutes, bah, je te laisse la main. Est-ce que t'as une ou des questions pour moi? Bah là aussi, je suis pris un peu de. Alors, évidemment que j'en aurais plein. Ça parle de surtout. Tiens, si je peux te renvoyer la question à toi, c'est quel est pour toi le podcast le plus marquant que tu aies pu faire sur le Lean? Est-ce qu'il y en a un qui t'a interpellé plus que d'autres, peut-être ému, peut-être motivé, peut-être le déclic du Lean, le meilleur que j'ai entendu. Voilà. Non, il y en a un autre que je connais. À vrai dire, en fait, j'ai cherché, j'en ai pas trouvé beaucoup. Si vous en connaissez d'autres, je suis preneur. Je suis preneur aussi d'aller interviewer les gens qui font ces podcasts parce que je trouve qu'ils sont souvent preneurs de beaucoup d'informations. Il y en a un autre que j'ai découvert, s'appelle le Jeudi Lean. Si je dis pas de bêtises, alors attends, je vais vérifier pour pas dire de bêtises parce que c'est Jeudi Lean, ouais, je crois. Comme le jour de la semaine, jeudi. Ouais, c'est ça, Jeudi Lean, qui est fait par une personne que je trouve assez génial et j'ai oublié son prénom parce que sinon c'est pas drôle. Elodie, c'est ça. Elodie comment? Elodie l'ermite, voilà, c'est ça. Donc vous tapez sur LinkedIn Jeudi Lean, le jour de la semaine est Lean et elle fait du Lean aussi. Elle c'est vraiment dans tous les milieux, même en dehors des usines. Et elle est passionnée par ça et elle interviewe des gens et elle en parle et je trouve ça serait vraiment bien. Et d'ailleurs, je lance un appel moi à tous ceux si vous écoutez d'autres podcasts qui parlent de Lean, que vous en connaissez, taguez-les parce que en fait, en vrai, moi, c'est aussi la raison pour laquelle on a créé le déclic du Lean, c'est qu'on s'est rendu compte qu'il y avait aucun retour d'expérience. Et ce que je trouvais quand même dingue. En fait, la vraie raison, c'est un jour, je discute avec un client potentiel. Non, je crois que c'était un client de déclic et je sais plus, et je lui dis ouais, du coup dans combien d'usines t'as travaillé? Il me dit moi j'ai travaillé dans 4 usines, je crois. Je suis content parce que j'en ai vu pas mal. et je lui dis ah ouais, mais 4 c'est pas beaucoup quand même. Il me dit si, tu sais, franchement dans l'industrie généralement t'en connais 2 ou voire une, hein. T'as celle de ton stage et celle de ton CDI quoi. Moi j'ai eu la chance d'en voir 4 différentes et il était pas très vieux en plus, tu vois, il doit avoir 35 ans. Et je dis moi attends, depuis que j'ai commencé Déclic, j'ai dû en visiter plus de 200 des usines. Oui. J'ai vu plein de processus, plein de manières de travailler et tout. Et c'est là où j'ai réalisé, parce qu'après du coup on continue à discuter sur est-ce qu'il échangeait, est-ce qu'il connaissait les usines, tu vois, de sa zone d'activité, tu vois, est-ce qu'ils échangeaient avec et en fait il me racontait que à part son école, le réseau, le partage d'informations, c'était l'école et c'était fini après quoi. Ouais. Et je me suis dit mais c'est fou quand même toutes ces informations qu'on pourrait partager, qu'on pourrait échanger et c'est comme ça un peu que ça a démarré où je me suis dit que j'allais commencer le podcast et que j'allais interviewer des gens terrain pour qui partagent tu vois ce qu'ils ont fait sur le Lean et du coup c'est voilà, je lance l'appel Jeudi Lean, donc je répète le podcast Jeudi Lean, si jamais vous voulez écouter d'autres podcasts, je vous en prie et si vous en connaissez d'autres, taguez-les en commentaire qu'on aille les rencontrer. Top. Et moi, je me permets juste alors de te prendre quelques secondes. Je vous avais promis de vous donner le nom des clubs Lean. Ah yes. Donc j'en ai 2. Donc c'est Club Lean Campus. Club Lean Campus, je vais m'abonner direct.
Et l'autre, c'est Institut Lean France. Ah, attends, Club Lean Campus. Ils sont sur LinkedIn? Ah, je sais pas, j'ai pas regardé. Ok. Club Lean Campus et Institut. Et l'Institut Lean France. Ok, génial. Ouais, ça, c'est top, ça. Ah, c'est une association. Okay, ouais, c'est des associations qui font que ils font des Gamba Walk, c'est-à-dire des marches dans une forme de benchmark. C'est plusieurs responsables Lean qui se rejoignent dans une usine et puis qui font des constats, des yeux neufs. L'idée d'avoir l'œil neuf et de voir les choses beaucoup plus rapidement dans chacune usine, et ils font tourner en fonction de ceux qui y sont. Génial, ça. Avec d'autres. Ok, c'est top, ça. Ça, c'est une forme de benchmark. Ouais, ça c'est une super pratique. C'est très très chouette comme pratique. Et puis il faut avoir en face des gens qui ont un regard plutôt acéré ou plutôt objectif. Et puis il faut pas avoir peur du retour d'informations surtout. Mais bon, c'est le but de l'amélioration continue, c'est de mettre en exergue les problèmes pour les améliorer, les travailler, les supprimer. C'est ça. Et ben merci encore Nicolas pour ce partage, pour tout cet échange. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode. J'espère qu'il vous a plu. N'hésitez pas à le dire en commentaire, n'hésitez pas à nous faire des retours. Je sais qu'il y a des gens qui m'envoient des messages en privé pour me dire qu'ils aiment vraiment le podcast. Ça fait vraiment très plaisir pour moi comme pour les invités. N'hésitez pas à le mettre en commentaire aussi. Comme vous le faites des fois, c'est important aussi de nous partager ce que vous aimez et ce que vous aimez pas. Si vous avez des idées de sujets que vous aimeriez qu'on aborde, n'hésitez pas aussi à nous le dire. Et si jamais il y a des invités que vous voulez, des personnes que vous pensez qu'il faut qu'on invite, n'hésitez surtout pas à les taguer ou à me les dire en message privé. Je m'occuperai d'aller les chercher et d'aller les interviewer. Merci encore Nicolas et bonne soirée à tous. Merci à toi Arnaud, bonne soirée, à très bientôt. Merci à tous et à toutes d'avoir écouté cet épisode du Déclic du Lean. Si vous souhaitez échanger avec notre invité, n'hésitez surtout pas, il va y avoir ses coordonnées en description et vous pouvez le ou la contacter directement sur LinkedIn. Si vous souhaitez participer à un épisode du podcast du Déclic du Lean, je vous invite à me contacter soit sur LinkedIn ou à m'écrire directement par email arnaud@declic.fr, DECLIQE. Enfin, si vous voulez en savoir plus sur nos boutons et sur ce qu'on fait dans les usines, vous pouvez trouver toutes les informations sur notre site internet declic.fr ou sur LinkedIn. Je vous remercie encore pour votre écoute et je vous dis à la semaine prochaine pour un nouveau podcast sur le Lean dans les usines.